peuple de YouTube, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour analyser un débat absolument exceptionnel. Le débat qui a eu lieu entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour, c'était sur LCI, c'était mardi dernier. Émission qui, vous allez le voir, a eu lieu hors des murs. J'étais en tournée pour mon spectacle L'Art de ne pas dire. Et alors, on s'attendait à rien et on a quand même été déçus. Ce sera une vidéo un peu moins illustrée, un peu brute que d'habitude, notamment parce que j'étais en tournée. Vous allez voir que, initialement, je m'intéressais surtout à la stratégie et puis on est tombé sur une séquence exceptionnelle qui nous a emmenés dans un tunnel d'analyse. Et c'est ce tunnel d'analyse qui me semble à la fois passionnant et essentiel. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez lui donner de la force. Et sur ce, je vous laisse avec le Klemovic du passé, en direct ou presque, de La Rochelle. On en vient au sujet du jour. Il s'agit évidemment du débat qui a eu lieu ce mardi entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Incroyable. Pourquoi Zemmour ? Pourquoi Glucksmann, pourrait-on dire? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est une grande soirée consacrée à Raphaël Glucksmann. C'est autour de lui que tout cela s'est organisé. Avant qu'Éric Zemmour ne vienne sur le plateau, Raphaël Glucksmann a eu l'occasion de dialoguer, de se confronter, de débattre parfois avec des citoyennes et des citoyens. Le bouquet de cette soirée, c'était cette confrontation avec Éric Zemmour. Pourquoi Éric Zemmour? C'est une vraie question qu'on est en droit de se poser. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Rien ne va de soi dans ce choix-là. C'est quelques pourcents à peine dans les sondages. Vous allez me dire Glucksmann aussi. C'est pas faux. Éric Zemmour qui a plateau ouvert jusque sur le service public. Ces dernières semaines, on a vu Éric Zemmour reçu sur France Info, en majesté, ou du moins pour leur grande interview. On a vu Éric Zemmour reçu sur France 2, dans Télématin. Et voilà maintenant Éric Zemmour instauré en contradicteur principal de Raphaël Glucksmann sur LCI. Le choix éditorial est surprenant. On écoute le débat, on le découvre ensemble. Vous avez écouté là, pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Vous avez vu la jeune femme derrière qui voit que Glucksmann s'énerve et qui lui fait « Calme-toi, calme-toi ». Alors que le monde a changé. Elle lui dit, on la voit dire « Calme-toi ». Vous êtes le fils de votre... Ah, c'est fatigant. Rousseau avait une très belle phrase, il disait Oh là là. Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens, tel philosophe. Tu peux te permettre, dans ces cas-là, je vous donne la réplique, elle est assez classique. Dans un débat contradictoire, ce qui existe, c'est ce qui a été verbalisé. Quand tu sens que ton interlocuteur est insupportable, il faut le dire. Parce que c'est en le disant que les gens vont s'en rendre compte. Une image, elle peut souvent être perçue d'une manière ou d'une autre manière complètement inverse. Par exemple, quelqu'un qui ne cesse de couper la parole, il peut être perçu à la fois comme très offensif, très convaincu et donc très convaincant, ou alors comme fébrile, mauvais joueur et insupportable. Ce qui va déterminer comment ce que tu fais est perçu, c'est donc en partie est-ce que tu le fais de manière habile, à droite, en partie quelle image préalable chaque auditeur ou chaque auditrice avait de toi, mais c'est aussi comment est-ce que ton interlocuteur va verbaliser, enfin plutôt va cadrer cette image, et ça se fait en le verbalisant. Et donc, quand tu as un adversaire qui ne cesse de t'interrompre, qui t'empêche de parler, si tu ne le verbalises pas, tu peux avoir plein de gens qui se disent « Tiens, il a du mal, il n'arrive pas à parler, l'autre il est plus combatif ». Et si tu dis « Mais monsieur ou mais madame, qu'est-ce qui vous prend de me couper à ce point la parole? Est-ce que vous avez tant peur que cela de mes arguments ?» Là, tu vas avoir plein de gens qui vont se dire « Oh putain, c'est vrai, ça, il ne le laisse pas parler, est-ce qu'il a peur ?» Dans ce qu'on vient de voir, Éric Zemmour, il a tenu la parole pendant 2 minutes, il a monologué, il a enchaîné les arguments, il a fait du name dropping, des arguments d'imposition et d'autorité à n'en plus finir, il nous a enchaîné 12 000 faits historiques, simplement pour nous montrer qu'il a bien appris sa leçon et que lui, il connaît l'histoire de France. Mais en fait, les gens ne sont pas totalement dupes, sauf celles et ceux qui sont déjà convaincus par lui. Et là, il repart encore sur une citation. T'as un coup classique dans ce cas-là, c'est le coup du « et voilà, c'est reparti ». Je terminerai sur la citation de Rousseau. Et là, tu fais « ah, et voilà, c'est reparti ». Tu mets les rieurs de ton côté, tu soulignes à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qu'ils recommencent la même stratégie, que tout cela n'est au fond que de l'esbrouf. Si tu ne fais pas cela, si tu ne le verbalises pas, tu laisses l'autre donner l'impression qu'il est en train de te faire la leçon. En plus, tu vois, Zemmour, il est en train de galérer là sur sa citation de Rousseau, c'est laborieux et tout. C'est dommage, manifestement, le coup, Glucksmann ne le connaissait pas. Mais là, normalement, ça doit être immédiat, tu vois. La réplique, elle doit être immédiate, et voilà, c'est reparti. C'est juste une toute petite incise, mais elle suffit à retourner complètement l'image que l'autre est en train de donner. Alors, monsieur Zemmour, je vais vous dire. Déjà, c'est pas anodin de débattre avec vous puisque vous êtes un multirécidiviste, vous êtes condamné pour injure raciale. C'est dommage de ne pas réagir, ne serait-ce qu'un peu. Et mes amis,
Mais moi, je Je vous ai vous laissé laisse faire parler. votre tirade d'insultes. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, ça arrive maintenant, mais ça arrive trop tard, c'est dommage. Mes amis me disaient, mais pourquoi accepter de débattre? Oui, effectivement, c'est une question qu'on se pose, Raphaël. Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite. Bah, du coup, débattre contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça avait du sens, mais contre Éric Zemmour, au point où il en est, c'est pas le combat, c'est lui donner de la visibilité quand même. Et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Donc ça a été travaillé par Raphaël Glucksmann. Cette phrase-là, il est en train de la réciter, hein, elle a été apprise par cœur, c'est très clair. Je veux vous reprendre le drapeau des mains. Ça a été préparé à l'avance, il n'y a pas de mal à ça. Déjà, l'argument n'est pas très convaincant de pourquoi j'ai accepté de débattre contre vous. Parce que je veux vous combattre partout, oui, mais en fait, il est plus nulle part. Le problème, c'est surtout que les attaques venues avant, elles étaient vraiment virulentes, et là, il les a ignorées. T'es pas forcément obligé d'abandonner ce que tu avais préparé, d'abandonner ta tirade initiale, mais tu peux pas faire comme si l'autre avait rien dit. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de au moins commencer par quelques réponses brèves et percutantes à ce que l'autre a dit, et ensuite tu enchaînes. La France ne vous appartient pas. Ah non, Vous n'allez c'est pas. moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. C'est pas bon du tout, c'est très surplombant, c'est très général, c'est entièrement ad personam. Je vois pas trop comment est-ce qu'en faisant ça, il peut convaincre d'autres personnes que les déjà convaincus. S'il y a un patriote à cette table, ce n'est pas vous, c'est moi. Vous avez tous les culots. Et moi, je veux défendre la France Patriote telle... ukrainien ou Attendez, géorgien? laissez-le parler, s'il vous plaît. Je veux défendre la France telle qu'elle est. C'est mou parce que c'est pas bon. Le ton est pas déconnant. Tu peux répondre comme ça lentement, en posant chaque mot, en regardant l'autre les yeux dans les yeux, c'est possible. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'argument en fait. Là, Glucksmann, il tourne dans le vent en disant « Je suis plus patriote que vous, vous n'aimez pas la France, moi j'aime la France et je vais le montrer ». Il serait temps de commencer parce que là pour l'instant on attend. Là c'est vraiment totalement dans le vent, totalement éthéré, absolument pas fondé et donc difficilement convaincant. Et comme il dit ça sur un ton très emprunté et très emphatique, ça devient caricatural. C'est-à-dire que il dit ça comme s'il était en train de dire de grandes choses alors que pour l'instant il n'a encore rien dit, ce qui évidemment est un problème. Pour l'instant c'est pas très bon, Raphaël, hein. Il faut monter ton game. Là tu vois, la tronche de Zemmour, c'est la tronche de quelqu'un qui sait qu'il est en train de s'imposer. Vous êtes totalement écœuré à chaque fois que la France rayonne. 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques. Là il commence à fonder sa parole. Là tout d'un coup tu écoutes. Là tu vois, là t'écoutes, tu dis ah tiens. Ça, c'est un argument. C'est ce que j'appelle, moi, dans le débat contradictoire, une stratégie de débordement. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de débordement? C'est tu pars d'un argument, tu pars d'une position ad rem, donc d'une position sur la chose, et ensuite tu montes en généralité vers la personne. Mais vous êtes un théoricien de la guerre civile en France. Depuis la guerre, les vraies guerres de religion jusqu'à celles que vous allez fantasmer maintenant. Vous dites des mots qui sont inacceptables. Vous dites l'islamisation, c'est comme le Covid, c'est un virus moral, ce que vous dites. Il commet une erreur. Il commence à mettre en œuvre cette stratégie du débordement dont j'ai parlé, mais il fait trop de choses en même temps. Et en fait, c'est un peu une règle aussi du débat contradictoire, c'est si tu veux que ton attaque mette l'autre en difficulté, elle doit être univoque. Elle ne doit contenir qu'un seul argument ou qu'une seule objection. Si tu fais une longue tirade avec dedans 3 arguments qui s'enchaînent ou 3 objections qui s'enchaînent, tu laisses l'opportunité à l'autre de choisir auquel il va répondre. Si sur ces 3 objections, il y en a une qui est faible, l'autre va répondre et va t'écarteler. Quand vous dites, excusez-moi, la France que j'ai fantasmée, nous vivons une invasion migratoire. Nous y avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam est une civilisation, l'islam est une religion. Mais vous auriez dit la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des italiens, vous auriez dit la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous en savez? Il faut faire attention avec les interruptions. Elles peuvent détourner l'autre de sa ligne de pensée. Elles peuvent détourner l'autre d'une attaque qu'il préparait et qui allait être dévastatrice. Elles peuvent permettre d'envoyer des messages en contrepoint de ce que l'autre est en train de dire qui vont le colorer. C'est vraiment l'exact parallèle avec du contrepoint en musique. C'est-à-dire que pendant que tu as la ligne principale, tu vas avoir des choses en contrepoint qui vont venir colorer cette ligne principale qui est développée par l'interlocuteur. Donc les interruptions, ça peut avoir de l'intérêt. À un moment donné, il faut aussi laisser l'autre dérouler, notamment quand tu sens qu'il n'est pas en train de te mettre en difficulté. Et là-dessus, Raphaël Glucksmann, j'aurais eu plutôt tendance à laisser dérouler à cet endroit-là Éric Zemmour quand il est justement sur son obsession migratoire, le remplacement, etc., pour ensuite répondre d'un bloc
proprement avec une réponse franche et qui, j'imagine, a été préparée à l'avance. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, ben on a besoin d'immigrés pour travailler ». Sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler ? Je sais pas, ça doit être 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Quand quelqu'un te pose une question directe comme ça, est-ce que vous savez sur combien question directe qui est faite pour montrer que tu ne maîtrises pas le dossier, qui est faite pour révéler toute ton ignorance, qui par ailleurs instaure celui qui utilise cette technique, cette stratégie de la question directe dans le costume du professeur qui donne une leçon à un élève. Donc il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège-là et il ne faut surtout pas faire ce que fait ici Raphaël Glucksmann qui est de dire je sais pas, 20%. Non, en fait, il faut répondre du tac au tac. Bah, dites-le, c'est vous qui avez la parole. Tout est vraiment affaire de l'impression que tu laisses. Et dans cette impression, la rapidité, la vitesse à laquelle tu joues, parce que là, on est vraiment dans du jeu de stratégie, a une importance déterminante. L'hésitation de Raphaël Glucksmann, je sais pas. Là, tu crois vraiment voir un élève qui est mis en difficulté pendant l'oral du bac face à son examinateur. Et évidemment, c'est très mauvais. Sa stat est probablement fausse. Elle est probablement fausse. La question, c'est combien viennent pour travailler. Évidemment, c'est considérablement biaisé parce que tu as beaucoup d'immigrations qui ne sont pas de l'immigration d'abord pour travailler, mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas travailler. Ils viennent parce qu'ils fuient la guerre, la persécution, la discrimination, la misère parfois. Donc ils viennent pour fuir une situation intenable dans leur pays, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler. Pareil pour le regroupement familial. Le regroupement familial, les gens ne viennent pas pour travailler. Ils viennent pour être avec leurs proches, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler derrière. La stat d'Éric Zemmour, je ne sais pas d'où il la sort, déjà c'est vraiment source TK tes frères, et quand bien même elle est exacte, elle ne voudrait rien dire, bien évidemment. Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour ? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution. C'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges. C'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation. Ils sont dans des grandes déclarations d'intention. Encore une fois, ça rentre très peu en interaction. Tu vas pas vaincre Éric Zemmour comme ça. En fait, il tient un discours miroir du sien. Donc, Zemmour dit une chose, Raphaël Glucksmann tient le discours complètement inverse, c'est bien de le faire entendre, c'est bien de le faire entendre, en tout cas si on est convaincu par ce discours, mais c'est pas comme ça que tu vas le vaincre. Il annonce, Raphaël Glucksmann, initialement qu'il a voulu débattre avec Zemmour pour le combattre, là il le combat pas, il se contente de faire entendre un autre son de cloche, c'est pas la même chose. Je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann. En fait, toute la rhétorique de Raphaël Glucksmann, c'est de montrer que Éric Zemmour n'aime pas la France, que Éric Zemmour n'est pas un patriote, que Éric Zemmour n'aime pas son pays, que Éric Zemmour veut pour son pays des choses qui ne participent pas de nos valeurs. La ligne argumentative, elle n'est pas déconnante. Elle a eu un intérêt, c'est quand même qu'elle a détourné le débat de Raphaël Glucksmann pour le ramener sur Éric Zemmour lui-même. Alors que le débat initialement était une mise en procès de Raphaël Glucksmann, c'est devenu une mise en procès d'Éric Zemmour. Je ne pense pas que ce soit susceptible d'emporter la conviction autre que ceux et celles qui sont déjà convaincus par ces arguments-là. Parce que, comme je vous disais, ça reste très surplombant, ça reste des grandes déclarations d'intention, ça reste des grands procès d'intention. Il a bien du mal à rentrer dans le concret et à opposer à Éric Zemmour des arguments que lui ne peut pas envoyer balader d'un revers de la main. On est dans deux joueurs qui sont en train de se satisfaire du match nul. Ça ressemble à ça, pour l'instant. Sauf si quelqu'un tente une dinguerie, on n'est pas à l'abri. En Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas. Donc une dinguerie. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui votre frère serait milliardaire. Mais je sais pas arrêtez, votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez... Quoi ? Waouh. Donc là, ce que fait Éric Zemmour, c'est un argument par l'accumulation, où il va rechercher évidemment une série de faits divers qui nous remet sous le nez, qui ne démontrent rien évidemment, comme les faits divers qu'ils sont. Le problème, c'est que ici, quand je vous parlais de dinguerie, ici, Éric Zemmour, il fait quelque chose qui malheureusement n'est pas rigoureux mais est efficace. Il met l'émotion de son côté. Il convoque le pathos dans le débat. Il le convoque d'ailleurs de deux manières. Il le convoque sur le fond parce que les exemples qu'il cite sont eux-mêmes émotionnants. Et il le convoque sur la forme parce que la forme est elle-même émotionnée
est évidemment une forme émotionnée, elle devient émotionnante pour l'auditoire. Raphaël Glucksmann, il tente de faire pareil en face, il a raison, c'est le bon réflexe dans un débat contradictoire. Tu peux gagner sans pathos, tu mobilises toujours une part d'émotion, parce qu'il n'y a pas de rationnel sans émotionnel, donc ce que tu dis suscite toujours des émotions chez tes auditeurs et tes auditrices, mais c'est pas la même chose de susciter des émotions mécaniquement, automatiquement, par définition, parce que dans tout jugement rationnel, il y a de l'émotionnel, que d'aller chercher sciemment, volontairement, des exemples qui sont faits pour être émotionnants. C'est pas pareil. Quand en face de toi, tu as un interlocuteur qui vient rechercher des émotions, tu ne peux pas l'ignorer. Ça revient à vouloir se battre avec des tanks et des fantassins face à un adversaire qui a ramené de l'aviation. Tu es sûr de te faire pilonner. Soit toi-même, tu vas chercher l'émotion autrement, aviation contre aviation, pathos contre pathos, émotion contre émotion, soit tu tentes de disqualifier l'autre pour avoir recours à l'émotion, avec des phrases du type « Mais monsieur Zemmour, ce que vous dites là est terrible. Tout le monde peut en concevoir de la tristesse, mais ça ne prouve rien. Tout ce que vous cherchez à faire, c'est du pathos, c'est de l'émotionnel, c'est tirer les larmes, c'est tirer les pleurs, avec des faits divers qui sont effectivement dramatiques, mais qui ne prouvent rien. Je le répète, vu l'efficacité de l'attaque d'Éric Zemmour, ça va être difficile d'utiliser la technique de la DCA. Ça va être difficile d'utiliser la disqualification de l'émotion dans le débat. Il faut répliquer avec l'émotion de son côté. Et c'est ce que tente de faire Raphaël Glucksmann, mais avec une contre-attaque qui est très, très, très bizarre. En Hongrie, grosso modo, il y aurait du népotisme, bah oui, mais c'est un peu flopesque, quoi. Pas le bon exemple, je vais vous dire. Non, arrêtez, pour faire la pub. Arrêtez, vous ne... Incroyable, regardez-moi ça. Il est debout, couché sur la table. Cité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. Voilà. La diversité, c'est une chance. Laissez-nous parler. Ah, c'est pas bon. Tu peux pas être aussi général, aussi dans les bonnes intentions, et j'aime pas ce mot. La diversité est une chance, la diversité est une force pour notre pays. Tu peux pas juste te contenter de répondre ça après l'attaque de Zemmour. Le minimum que tu peux faire quand tu as la parole, calmement, c'est de dire « Écoutez, monsieur Zemmour, vous désinformez. Voilà ce que vous faites, vous désinformez, vous employez des arguments qui sont factuellement faux. Il y a, et là tu cites les études, il faut avoir la liste sous les yeux ou l'avoir apprise par cœur, telle étude des universitaires qui prouve, qui démontre qu'il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délinquants et de criminels chez les immigrés, mais comme il y en a partout. D'ailleurs, le problème, ça n'est pas l'immigration, c'est le virilisme, c'est le masculinisme, c'est la culture de la violence qui triomphe, dont vous êtes d'ailleurs un avatar. Tu vois, tu peux retourner le truc. Tu peux pas te contenter d'une déclaration d'intention en disant la diversité est une chance. Enfin, je veux dire, pas après la tirade qu'a fait Éric Zemmour et malheureusement qui, encore une fois, tout en étant non rigoureuse, est efficace. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose... Il a dit un problème dans la liste ? Il a dit un problème dans la liste. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel. On construit. Et l'autre qui sourit, qui se dit j'ai gagné. Sur cet échange, oui. On a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Moi, j'aurais pas repris le terme d'archipélisation, qui est justement le vocabulaire d'Éric Zemmour. C'est quand même lui donner un point incroyable. Moi, j'aurais dit que la France avait cessé d'intégrer et d'inclure celles et ceux qu'elle accueille sur son territoire et que c'était ça le problème. C'est chaud de tomber là-dessus, pour le coup, sur des questions, sur une question et un enjeu qui était anticipable. Cette tirade-là, elle doit jamais être improvisée sur le moment, elle doit être travaillée, elle doit être mieux travaillée que ça. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. Ça, c'est sa définition à lui. Alors là, pour le coup, vraiment, ça, c'est source TKT frères. En République, sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab... Qui est toujours là. Oh là là, quel mépris, mais quel... Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Faux, 100% faux, entièrement faux, 2000 fois faux. La loi de 1905 de séparation des églises et de l'État et la loi de tolérance qui permet à chacun de pratiquer sa foi, y compris par son vêtement, elle n'a pas changé depuis 1905 précisément, c'est-à-dire sous la Troisième République. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Celle-là, si Raphaël Glucksmann il la loupe, là je deviens fou. Quand le débat devient interactif, confrontationnel, quand les deux s'engagent dans ce qui est un duel potentiellement à mort, tu peux avoir des victoires par KO. Comme dans un match de boxe. Et une victoire par KO, comme dans un match de boxe, ça se fait sur un coup. Comment ça se passe ? Ça se passe quand l'autre commet une erreur et tu t'y accroches et tu lâcheras jamais. Ça se passe, comme je vous le disais, par une stratégie de débordement, c'est-à-dire tu utilises quelque chose que l'autre a dit dont tu sais que c'est faux et immédiatement après tu débordes ad personam. Glucksmann, il a l'opportunité de le faire, Éric Zemmour a dit quelque chose de faux, la loi de 1905, la loi sur la laïcité, la loi qui permet à chacun et chacune de pratiquer sa foi dans l'espace public, qui n'astreint que les agents de l'État, mais certainement pas les usagers du service public à la neutralité, et donc qui aurait permis totalement, sous la Troisième République, en tout cas après 1905, à chacun et chacune de porter un signe religieux dans la rue, y compris un hijab. Ça, il faut utiliser ça pour dire à Éric Zemmour, mais voyez,
Comme toujours, vous instrumentalisez l'histoire. Comme toujours, vous racontez n'importe quoi. Comme toujours, vous mentez ouvertement. Vous dites n'importe quoi. La loi de 1905, celle qui régit notre laïcité aujourd'hui, elle régit la laïcité française depuis 1905, donc sous la Troisième République. Et tout le monde le sait. Alors là, t'as l'autre qui va commencer à dire non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Tu dis mais monsieur Zemmour, non, c'est pas faux. Ce que je dis est vrai. Et vous savez quoi? Tout le monde pourra aller le vérifier. Tout le monde pourra aller le contrôler. Et il y aura du fact-checking. Et tout le monde verra ce soir, demain, quand tout ça aura été vérifié et que votre côté fallacieux aura été démontré, tout le monde verra qui vous êtes. Vous êtes un petit monsieur qui manipule, qui tord, qui biaise, qui instrumentalise les faits, qui instrumentalise l'histoire, qui déteste ton... Et tu vois, et hop là, et voilà. Là, normalement, tu tires le fil, il y a tout qui vient, tu vois. Là, normalement, faut pas la louper, celle-là. Dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Incroyablement faux. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Mais c'est pas la Puisque vous parlez de la République. Et quand je vous parlais de la diversité... Ah, j'ai l'impression qu'il l'a pas. Hein. Sur quoi vous... Et même... Eh ben, je vais vous dire Non, sur mais, quoi. C'est très simple. Non, mais il l'a pas. Il a pas fait ses devoirs. Bah alors là, c'est pas bon du tout. Hein. La loi de 1905 qui régit la laïcité sous la Troisième République à partir de 1905, c'est la même que celle qui régit la laïcité aujourd'hui. Mais la Troisième a commencé avant 1905. Oui, non, mais d'accord. La question du rapport entre les religions et la République se règle sous la Troisième République en 1905. Enfin, tu peux pas prendre ce qui s'est passé avant 1905 au moment où justement les relations entre l'Église, enfin les Églises et l'État n'étaient pas normalisées, n'étaient pas stabilisées. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas dire ça. Ben, si je le dis. Mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. vous expliquez que donc dans la Troisième République, Oui. il y aurait eu la police pour aller Oui. enlever... Non, il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Mais Il y avait des religions. Ah, le chaos. Cette dame n'aurait même pas osé. Il sait pas quoi répondre. Il y a 2 secondes de silence, c'est terrible. Il sait que c'est faux, mais il sait pas comment le démontrer parce qu'il a pas fait ses devoirs. Et franchement, pas faire ses devoirs sur la loi de 1905 quand tu débats avec Zemmour, c'est inacceptable. C'est pas possible. Le christianisme, comme je le dis dans mon livre, a fait la France. Ce n'est pas le cas de République. l'islam. Donc, Ce quel n'est est pas le le cas. rapport ? Je vais vous expliquer. Puisque vous parlez. Oh là là. Oh putain. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Ne pas être au clair sur la question de la laïcité, de ce qu'est la loi de 1905, quand tu as en face de toi Éric Zemmour, dont tu sais qu'il va t'attaquer là-dessus, c'est une faute professionnelle. C'est vraiment, t'as pas fait tes devoirs. C'est vraiment, t'as pas fait tes devoirs en fait. cette femme dont vous avez parlé, elle n'a rien demandé en tant que nation. Si. Non. Mais non. Donc vous ne laissez Laissez-le pas parler. Ah, mais il parle à sa place. Elle est là, elle est face à lui, il parle à sa place. C'est pas possible. Ah. Elle a dit même qu'elle voulait être citoyenne. Il sait pas quoi dire, il sait pas finir sa phrase. Ah, c'est un naufrage, c'est un naufrage. Ah là 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 là, je pensais pas voir ça. Qu'elle était citoyenne. Donc en fait, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Et ce que vous... Bah oui, mais ça l'est en effet, mais il fallait être capable de le démontrer, Raphaël. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. nous expliquer, c'est qu'en gros, la Troisième République... Il sait pas quoi répondre, il cherche ses mots, c'est catastrophique. Pardon, hein, je sais plus comment le dire autrement. Hein. aurait interdit à une femme voilée de marcher dans la rue, Oui. et que par contre, elle aurait autorisé une bonne sœur à marcher dans la rue parce que c'est le christianisme. Absolument. Ok. D'ailleurs, il y C'est- a eu des discussions pour savoir si on autorisait les curés en soutane ou pas. Alors, vous voyez, Oui, justement. Merci. C'est bon, là voilà, la loi de 1905, on y est, on peut rebondir, c'est le moment, Raphaël Glucksmann, c'est le moment. Hein. Oui. il y a eu des discussions à la Chambre des députés. Il y a eu des discussions Et ça a failli être interdit. Ça a failli être interdit, donc ça ne l'a pas été. Donc du coup, c'est bien que la loi de 1905 n'a pas interdit le port des habits religieux et plus généralement des signes religieux pour les citoyennes et les citoyens, les habitantes et les habitants, les usagers du service public, mais seulement pour qui? Pour les agents de l'État, d'ailleurs même pas pour les représentants du peuple, puisque on pouvait tout à fait siéger, y compris en soutane, à l'Assemblée nationale. Et donc effectivement, cette dame aurait bien sûr pu, comme tous les Français, toutes les Françaises et plus généralement tous les habitants et toutes les habitantes, se promener avec son voile sous la Troisième République, puisque la loi de 1905, qui est la loi de laïcité, qui est une loi de tolérance, qui n'impose pas la neutralité religieuse dans l'espace public, mais qui l'impose seulement aux agents de l'État, qui impose seulement la neutralité aux agents de l'État, eh bien cette loi ne l'aurait pas frappée. Et donc oui, bien sûr, comme aujourd'hui elle a le droit de se balader, y compris jusque dans l'hôpital, jusque dans les mairies, jusque dans les écoles, jusque ici même dans ce plateau avec son voile, et c'est heureux parce que c'est la tradition de la République, ça aurait été la même chose sous la Troisième République. Après 1905, monsieur Zemmour, vous ne connaissez pas l'histoire de France, dont vous vous gargarisez, que vous prétendez incarner, dont vous prétendez être la mémoire, mais dont vous êtes que le faussaire, le déformateur, le traître même, et c'est ça que vous êtes. Voilà, mais c'est facile. Je vous jure, ça me rend ouf. La laïcité
Mais ça m'étonne pas que vous ne la compreniez pas, la laïcité, en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non. La laïcité, c'est le produit... Il est du père, il sait même pas de quoi il parle, il sait même pas quoi dire. Il est en train d'inventer là. Moi, j'ai lu vos textes sur les guerres de religion. Vous défendez les ligues catholiques. Je ne défends pas les ligues catholiques. Si. Oh, il est pas capable de répondre. Non, mais c'est pas possible. Je vous jure, je suis choqué. Contre les protestants. mais pas Et il y a un pas ce que j'ai écrit. Il y a un parti que vous oubliez totalement qui s'appelait le Parti des politiques. Non, je l'oublie pas du tout. Michel de l'Hospital. Donc là, il se fait déporter. Il sait même pas qu'il se fait déporter, c'est qu'il se déporte lui-même sur un débat d'experts, sur un truc que Éric Zemmour a écrit d'un point d'histoire que personne ne connaît. On sera de toute façon toutes et tous incapables de les départager. Il est sûr de ne pas gagner sur ce terrain. L'affirmation de l'État contre des définitions complètement univoques et réductrices de l'identité, c'est la définition de l'État et progressivement d'une société qui va produire la laïcité. C'est comme regarder un accident de voiture en ralenti. Ah, c'est vraiment ça. Puis en plus, il est vraiment au ralenti, le Raphaël Glucksmann, là, parce qu'il a tellement de mal. Il parle tellement lentement, mais parce qu'il invente ses phrases, en même temps qu'il les dit, tu vois. La seule chose que vous faites, c'est que vous jugez les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils font. Vous pouvez être sûr que là, Zemmour, il a une réponse à ça. Là, vous pouvez être certain que Zemmour, il a une réponse toute faite à ça. C'est éthéré, c'est désincarné, c'est jeté en l'air. Ça n'est pas étayé, il n'y a pas d'argument derrière. C'est pas compliqué, il suffit de voir son sourire pour se rendre compte qu'il n'est pas mis une seconde en difficulté par une telle affirmation. Et finalement, je vous dis, vraiment, vous avez un point commun massif. J'ai compris. Avec les prédicateurs islamistes. On a compris. Et c'est pas un hasard. C'est stupide, mais c'est pas grave, on a compris. C'est stupide, mais c'est pas grave, on a compris. Vous voyez ? Et en fait, il a eu l'air d'avoir tellement de mal à articuler ses phrases. Il a eu tellement, absolument aucun fondement historique, aucune référence factuelle, aucun point de droit pour étayer ce qu'il a dit. Il atterrit sur une comparaison qui est pas inintéressante, donc je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je dis qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Et donc en face, réponse d'Éric Zemmour, on a compris. C'est stupide, mais on a compris. Évidemment que ça, je dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est convaincant, je dis que c'est efficace. Hélas, ça devrait pas l'être. Mais là, à cet endroit, ça l'est. Et ça l'est pourquoi ? Parce que Raphaël Glucksmann, il a été un foutu de faire le taf. Après, une argumentation aussi tâtonnante qui atterrit sur une comparaison aussi inattendue, forcément que la réponse « c'est stupide, mais c'est pas grave », elle suffit en fait. Elle est hélas suffisante, et je le dis en le déplorant. Vous ne l'emporterez pas. Très bien. Et que nous allons reprendre le métier à tisser de la France républicaine. Je vais vous dire deux choses. Et que vous serez en train d'écrire des livres. Non mais là maintenant, c'est Père Castor raconte une histoire, mais c'est pas possible. Et que vous n'allez pas triompher. Et que vous, eh bien, vous ne l'emportez. Non mais c'est bon, oh là là. Comme votre modèle Joseph de Maistre. Mais oui, laissez-le terminer, Éric Zemmour. Au service de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Viktor Orban. Écoutez-moi, et de tous ces adversaires. Bon, il a un argument, Raphaël Glucksmann, qu'il n'est pas capable d'étayer. Donc là, forcément, ça va très mal se passer. Vous étiez au service de l'OTAN. Non, moi je luttais pour aider la résistance des Géorgiens contre la Russie. Vous étiez au service de l'OTAN et vous étiez au service du président géorgien. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, moi je défends la souveraineté européenne, par exemple. D'accord ? Bon, là, on est passé en full ad personam, sauf que le dossier, en l'occurrence, il est quand même embarrassant pour Raphaël Glucksmann, donc le ad personam porte. La question, en quelque sorte, c'était la France devrait-elle renoncer à ce qu'elle est, et notamment à sa laïcité acquise de haute lutte en 1905 ? Ah, il est obligé de lui rappeler, il est obligé de lui donner la date de la loi. Il est obligé de il lui tend la perche. Je ne suis pas d'accord avec la définition de la laïcité. D'abord, monsieur Glucksmann. Oui, bah alors ça, on a compris. Mais ça, c'est ça qui est fou. Une société tellement déchristianisée, sans défense contre cette invasion et cette colonisation islamique. Parce que quand vous dites... Et là, il est en roue libre, l'autre, et ça fait longtemps qu'on n'entend plus Raphaël Glucksmann prononcer le moindre mot. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même fou. La demoiselle veut être citoyenne. Non. Elle utilise la liberté individuelle. Peut-être, alors dans ce cas, il faudrait lui donner la parole. Merci, parce qu'elle, pour le coup, peut-être qu'elle a les arguments, peut-être qu'elle a travaillé, peut-être qu'elle est capable de répondre. Effectivement, ce serait bien d'arrêter de parler en son nom. Ce que lui a fait, par parenthèse, juste avant. Parce que lui, il dit, ce serait peut-être bien d'arrêter de parler en son nom et de lui donner la parole. Pardon, mais c'est exactement ce que t'as fait, frérot. On a tous vu. Et c'était très gênant, d'ailleurs. Et c'était très problématique. Enfin, pardon. Est-ce qu'on peut lui donner la parole parce que... Merci, David Pujadas, qui tient son plateau. C'est vrai qu'on parle d'elle à la troisième personne depuis tout à l'heure. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que... L'homme de paille. Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Oh là là, l'islamophobie, c'est terrible. Ce que vous dites
pas la réalité et surtout pas la mienne. Ben, c'est pas grave. Elle a une... Ouais, mais c'est évidemment, mais c'est très compliqué. C'est pas son rôle. Ça aurait été le rôle de Raphaël Glucksmann. C'était à lui d'être capable de le faire. C'était à lui d'être capable d'apporter la contradiction politique, juridique, historique qui était absolument nécessaire sur cette question. Hein, bien sûr. C'est terrible. Et vous Donc, êtes maintenant, l'idiot utile de l'islamisation. Mais arrêtez. Mais moi, en plus... Ce n'est pas une insulte, c'est un mot que vous connaissez, c'est Lénine. S'il y en a... Attends, s'il y a une personne qui connaît... Le chaos rhétorique, là, vous avez vu ça? Alors tiens, si vous demandiez c'est quoi un chaos rhétorique, voilà, on va se le regarder. Hein, c'est vraiment sous vos yeux ébahis l'accident industriel. S'il y en a... Attends, Le brain freeze. moi, je fais la différence entre islam et islamiste, idéologie islamiste. Il rentre dans son jeu, là, il rentre dans son jeu, il fait complètement le jeu d'Éric Zemmour, il lui sert, c'est un truc de ouf. En fait, il le lance sur ses grands tubes. Et dans 20 ans, nos filles devront être voilées parce qu'il y aura une majorité démographique musulmane et donc nos filles devront se soumettre ou partir. C'est déjà ce qui se passe grâce à des gens comme Raphaël Glucksmann. Là, il faut vraiment que tu aies une réponse forte, là. Le vrai risque, c'est que notre nation cesse d'être fidèle à ce qu'elle a quasiment toujours été, une terre de liberté. Au lieu de rentrer en interaction, en confrontation avec les arguments d'Éric Zemmour, au lieu de lutter contre pied à pied et de tenter de les attaquer ad rem, il fuit sur une ligne de développement parallèle qui consiste à dire « Bon, moi je vais juste vous dire autre chose ». Un autre scénario qui me paraît, moi, plus probable. On est de retour au parallélisme. À partir de là, j'imagine que les lignes vont à nouveau ne pas se croiser, que chacun sera dans son couloir, que chacun parlera assez convaincu et que plus aucune victoire ou défaite ne pourra être acquise à partir de là. Le problème, c'est que tout ce qui vient avant, les 10 minutes de débat précédentes, ont été à sens unique avec Éric Zemmour qui a terrassé Raphaël Glucksmann, qui l'a transformé en sac de sable sur lequel il a pu porter ses coups de manière incessante, alors même que lui-même commettait des erreurs, disait des choses fausses, disait des choses juridiquement erronées, historiquement erronées, qu'il était possible d'attaquer, sur lesquelles on pouvait faire du débordement, qui était clairement une faille béante laissée dans son flanc et que Raphaël Glucksmann n'a jamais saisi parce qu'il n'en était pas capable, parce qu'il n'a pas fait le travail. Une terre de conquête de droit. Oui, mais ça vous fait rire parce que moi, vous n'y avez jamais cru. Non, mais pas du tout. Mais moi, j'explique dans mon livre que la liberté naît de l'individu chrétien. Bon. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté européenne. Je ne vous autorise plus à m'interrompre. Parce qu'en islam... Ah, il est tellement en difficulté qu'il est obligé de dire « je ne vous autorise plus à m'interrompre ». Le scénario le bien plus probable, monsieur Zemmour, c'est que vous et vos amis risquez de prendre le pouvoir. Et que ce que ça signifierait, ça serait la bascule de la France très loin de son histoire démocratique. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça ne peut convaincre que les personnes qui sont déjà convaincues. En l'occurrence, il a raison, je suis d'accord avec lui. Hein. Il me semble que c'est vrai. Tu peux pas convaincre qui que ce soit qui ne soit pas déjà opposé à Éric Zemmour avec une argumentation comme ça, parallèle, c'est qui va jamais rentrer en interaction, l'autre va se contenter de dire « voyons ». Et ce sera entendu. Hein. On basculerait dans le camp des tyrannies. Oui, monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques pour qu'une invasion de la Russie nous oblige à envoyer des hommes français au front que pour que madame conquiert l'Élysée, vous savez. Ouais, non mais laissez-la tranquille, par pitié, c'est pas possible, c'est fou, hein, c'est fou. Ah là là là. Alors la conclusion de Raphaël Glucksmann, préparez-vous, ça va être... attention. Hein, quelqu'un qui est là, qui est une personne qui peut parler, qui a parlé, avec laquelle on a eu un échange. Lui aussi, il a parlé à sa place, hein, il a beau jeu maintenant de dire ça. Pardon, on t'écoute Raphaël. Et de la prendre comme un objet de cette manière. Objet, là. Je suis prêt, je ne vais pas prendre de votre temps de parole pour débattre avec mademoiselle. Mais je suis prêt à débattre avec mademoiselle, j'ai aucun problème. Monsieur Zemmour, je n'ai aucune faiblesse sur l'islamisme, sur l'idéologie islamiste. Et ce n'est pas une idéologie. Mais c'est toute la différence. Vous, votre obsession de l'islam... Je n'ai aucune faiblesse, on n'entend que le mot faiblesse. Hein. Votre obsession de l'islam est telle que vous pensez que c'est votre seul problème. Pas du tout. Bah si. Parce que, au nom de votre lutte contre l'islam, malgré vos similitudes... Tu vois, la phrase c'était « je suis irréprochable ». Tu vois, ça oui, mais c'était même pas là-dessus qu'il fallait attaquer. Hein. Avec les prédicateurs islamistes, vous avez la même vision de l'identité, bien sûr. Bah oui, mais j'espère bien. J'espère aussi qu'ils compareront les phrases des uns et des autres. Et, eh bien, vous êtes prêts à zapper tous les autres problèmes
de la société. Et vous êtes prêt à vous allier à... Là, il est en train de lui dire, bon, vous m'avez... Ok, Zemmour, vous m'avez tartiné sur la laïcité parce que j'étais incapable de réagir. Mais franchement, si on avait débattu d'économie, c'est moi qui aurais gagné. T'as l'impression de voir un mauvais élève qui sort d'un partiel en disant, ah non, mais forcément, c'est le seul truc sur lequel j'avais fait l'impasse. Mais franchement, si j'avais été interrogé sur une autre leçon, franchement, je validais. Hein. La Chine de Xi Jinping, à Viktor Orban, à Vladimir Poutine, à Donald Trump, vous êtes prêts à tous aborder. En fait, vous n'aimez pas la France, vous aimez votre propre... Bah, tu vois, c'est là où, par exemple, Éric Zemmour aurait totalement pu dire « Et voilà, c'est reparti ». Vous aimez votre fantasme de ce que la France aurait dû être et ce que malheureusement pour vous, elle n'a jamais été... Elle n'a jamais ressemblé à ce que vous voulez qu'elle soit. Dans les années 60. Mais je vais vous... Là, monsieur Glucksmann, vous n'étiez pas né. Je vous avoue, je suis plus jeune que... Oui, bah oui. Donc ne parlez pas de... Oh là là, il le prend de haut maintenant, il le traite de genou qui n'a pas d'expérience. C'est vraiment, c'est douloureux. Hein. Que vous n'avez pas connu. Mais... Moi, j'ai connu une France qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Que ça vous plaise. Je vous rappelle que c'est censé être la conclusion de Raphaël Glucksmann. Hein. Comme vous voyez, une bonne conclusion bien percutante. Hein. Il va convaincre tout le monde là. Hein. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui réussisse. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui produise son... C'est trop tard. C'est trop tard pour mettre autant... C'est trop tard pour mettre autant de conviction après avoir été aussi piteux et avoir autant cherché ses mots. Là, ça ne marchera pas, hein, malheureusement. Ce ne sont pas des mots, ce sont des décisions politiques de revitaliser l'école, d'investir dans les services publics, de faire en sorte qu'on ait des politiques commerciales qui favorisent nos propres productions. C'est pas des mots, c'est des usines qui ouvrent ou qui ferment. Allez, dites ça à vos amis de la Commission européenne et à vos amis de gauche. Mais moi, je me bats pour un souverainisme industriel européen la conclusion depuis des années. Et je vais vous dire une chose. On n'est pas loin d'être d'accord là-dessus, au moins. Vous voyez, on termine sur un... Nous n'avons aucun point d'accord parce qu'au Parlement... Le baiser de la mort. Ah bah on est d'accord là-dessus, monsieur Glucksmann, c'est pas mal. Ah, le baiser de la mort là sur les dernières minutes. Et l'autre qui est obligé de dire non, on n'est pas d'accord du tout. Ce que vous défendez, c'est une toute petite France hongroise qui sera... en train de se prosterner devant des grands empires. Merci pour ce débat. On a essayé, s'il vous plaît. Waouh, c'était douloureux. C'était douloureux au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je pensais vraiment qu'il y aurait une forme de match nul. Je pensais que, au mieux, on aurait deux argumentations parallèles qui ne se croiseraient pas et que, en fait, chacun prêcherait ses convaincus. Que, au pire, on aurait des lignes qui allaient se fracasser les unes contre les autres, le ton qui allait monter, les décibels qui allaient augmenter et que tout deviendrait illisible. On a eu Raphaël Glucksmann qui s'est fait piétiner par Éric Zemmour, c'est terrible. Encore une fois, Éric Zemmour, c'est un gros client, il a une vraie puissance oratoire, une vraie puissance dans le débat, dans la controverse. C'est quelqu'un qui est dangereux et c'est pas facile de débattre contre lui. Mais rien n'obligeait Raphaël Glucksmann à le faire. On rappelle quand même que Éric Zemmour aujourd'hui c'est peanuts. C'est un homme qui plafonne à 6% dans les sondages, qui n'a fait élire aucun député, qui a fait élire une poignée de députés européens qui, sitôt élus, lui ont tourné le dos pour rejoindre le Rassemblement national. C'est quand même de ça qu'on parle. On parle d'un homme aujourd'hui dont le parti est marginalisé, qui ne devrait plus avoir de poids dans le débat politique français, à qui son livre a permis d'acheter une tournée médiatique qui quand même peut nous interroger, y compris sur le service public et pas seulement sur les médias de Bolloré, et qui là se voit offrir une tribune royale, un duel inespéré avec Raphaël Glucksmann sur LCI. Alors, d'où vient l'invitation ? Pourquoi Éric Zemmour plutôt que quelqu'un d'autre ? On a vraiment le droit de se poser la question. Pourquoi Glucksmann accepte-t-il de débattre contre lui ? On peut a fortiori se poser la question. Parce que ce faisant, il lui confère une forme de légitimité. Quand Raphaël Glucksmann accepte de débattre avec Éric Zemmour, il le réinstaure dans une forme de figure présidentiable. Il le justifie en disant « Oui, mais je fais ça pourquoi ? Parce que moi, je n'abandonne pas le combat et je n'abandonne pas le fait de le vaincre, de le combattre et de démontrer toute l'inanité de ses propositions. » Bon, quelque part, pourquoi pas ? Sauf que quand tu dis ça, il faut le faire. Et là, honnêtement, quand Raphaël Glucksmann n'a pas le début du commencement d'une réponse aux tirades rabâchées, entendues encore et encore d'Éric Zemmour sur l'islamisme, sur l'islam, sur les musulmanes et les musulmans. Enfin, les tirades qu'il déploie ici dans cette émission, c'est quand même les tirades qu'il déploie depuis 2022. Quand tu viens débattre contre lui, t'es censé avoir préparé au moins quelques arguments, quelques formules, quelques punchlines, quelques éléments de preuve, quelques éléments de factualité, quelques chiffres, quoi que ce soit, en tout cas qui te permettent de contredire. Là, Raphaël Glucksmann n'avait rien de tout cela, mais c'est même pire que cela. Quand Éric Zemmour
énonce sur la laïcité ce qui est une fake news, une fausse information, une contrefactualité historique totale, déformant totalement ce qu'était la loi de la laïcité sous la Troisième République, que tout le monde le sait, que tout le monde le voit, que c'est clair pour chacune et chacun, c'est même clair pour David Pujadas qui tente de resservir cela sur un plateau à Raphaël Glucksmann. Quand tout le monde voit cette manipulation, quand tout le monde voit ce biais, que fait Raphaël Glucksmann? Il reste silencieux. Il n'a pas le début du commencement d'un élément de réponse. Il sait pas quoi faire. Il reste comme deux ronds de Flandre. Il bredouille parce que manifestement, il ne connaît pas la loi de 1905. Il ne connaît pas la législation sur la laïcité ou pas suffisamment bien pour s'opposer à Éric Zemmour, alors que c'est le cœur de son sujet et qu'il accepte de débattre contre lui. Là, à ce niveau d'impréparation dans un débat avec un tel enjeu, venir impréparé, venir sans réponse, venir sans avoir ne serait-ce que révisé, moi ça me semble être une grave faute professionnelle. Là, c'est pas simplement perdre un débat parce que tu t'es laissé surprendre. C'est perdre un débat parce que tu ne l'as pas travaillé. Et quel débat? De quelle importance? Contre quel adversaire? Ça me semble pas du tout à la hauteur de l'enjeu.